Bonjour, nous avons maintenant Monsieur André Porlier, gestionnaire corporatif à la Société de transport de Montréal. Alors, Monsieur Porlier, André, si vous me permettez, je vais vous demander de nous parler de gouvernance, puisque c'est la capsule consacrée à la gouvernance, et peut-être nous dire d'emblée qu'est-ce que la gouvernance, puisque c'est un élément fondamental de la responsabilité sociale d'entreprise. Effectivement, c'est un vaste sujet, la gouvernance développement durable, mais évidemment, il y a pas de modèle unique, il n'y a pas une formule simple et parfaite à appliquer pour toutes les organisations. Toutes les organisations sont uniques, leur milieu est différent. Par contre, il y a quand même, je dirais, des grands principes qui s'appliquent dans toutes les entreprises. Principes qu'on a utilisés à l'ASTM et qui sont utilisés et généralement reconnus. Par exemple, la question de l'engagement au départ, d'avoir un engagement fort pour pouvoir partir justement d'une démarche. Par la suite, la planification. Je m'excuse de vous interrompre. Quand on parle d'engagement de la part de qui? L'engagement, c'est le premier geste, je dirais, qui est assez important et significatif. On parle nécessairement de la haute direction. Ça peut prendre plusieurs formes. Des fois, c'est une politique plus officielle dans un mémo, même dans une planification stratégique. L'idéal ou l'important, c'est vraiment d'avoir un positionnement de la haute direction. Donc, quelle place on veut donner au développement durable? Généralement, on va essayer d'établir aussi un lien avec la mission de l'entreprise. En quoi le développement durable fait partie des activités? Quelles sont les orientations qu'on veut donner en termes de développement durable, justement à travers nos opérations et nos projets? Donc, on peut aller plus loin. On peut aller vers des grands principes, par exemple la réduction à la source, l'éco-conception, l'économie sociale. Donc, on veut avoir des grands principes pour déjà un peu annoncer sur quel chantier on veut travailler en termes de développement durable. Donner un signal clair, j'imagine. Tout à fait. De la même façon qu'on va vouloir aussi avoir autant que possible qui sont responsables de cette démarche-là. Autant au niveau de la haute direction, savoir qui sera imputable, qui va faire les suivis. Et c'est une équipe qui a été sélectionnée ou mise en place qui en sont les responsables pour que pour la suite des choses, on soit capable de facilement identifier les joueurs et les suivis qui peuvent être exécutés dans ce domaine-là. Un autre élément, toujours dans l'engagement, qu'on peut retrouver dans une politique, c'est aussi la reddition de comptes. Déjà prévoir, en tout début de démarche, comment la reddition de comptes sera faite. Est-ce qu'on prévoit des indicateurs? Est-ce qu'il y a un rapport de développement durable? Donc tout ça, ça peut se retrouver dans un document qui peut prendre la forme de, comme je l'ai dit, d'une politique ou d'un mémo. Généralement, c'est une page ou deux, pas plus compliqué que ça. Mais l'important, c'est de la communiquer. Évidemment, si on a cet engagement-là, mais qui reste sur le bureau du président, ça a peu de valeur. L'important, c'est vraiment de le communiquer à la fois à l'interne, auprès de nos employés, mais aussi à l'externe, donc avec nos parties prenantes, que ce soit le gouvernement ou que ce soit, par exemple, des fournisseurs ou du voisinage, tout simplement. Bon, maintenant, nous avons abordé le premier des 5 principes, qui était l'engagement. Est-ce que c'est possible de nous parler du deuxième, qui est la planification? Oui, tout à fait. Planification ou le plan d'action. Maintenant qu'on a un engagement de la haute direction, que la démarche est démarrée, il faut maintenant structurer, organiser notre démarche de développement durable. La recette n'est pas très compliquée. Généralement, c'est l'occasion aussi de mobiliser les employés, la haute direction, les sensibiliser aux enjeux, donc travailler déjà avec eux et identifier quels sont les enjeux environnementaux, sociaux, économiques de notre entreprise ou de notre organisation, et déjà travailler aussi sur les solutions et les cibles, les objectifs qu'on veut se donner dans le temps. Donc cette démarche-là, qu'on appelle le plan d'action, se fait évidemment en collaboration avec les gens de l'interne. On peut aussi appeler ou amener les parties prenantes externes à y contribuer pour qu'ils puissent valider à la fois les enjeux, leur perception de nos activités et les enjeux qu'on peut avoir en termes de développement durable. Nous allons parler des parties prenantes dans une autre capsule, mais peut-être pour les gens qui n'auront pas encore écouté notre capsule sur les parties prenantes, peut-être juste nous donner des exemples de parties prenantes? Généralement, dans une entreprise comme l'ASTM, il y a 2 types de parties prenantes. On parle des parties prenantes internes, donc ce sont les employés, la direction. Parties prenantes, en fait, c'est un terme pour identifier toutes les personnes ou les organisations qui sont intéressées ou affectées par nos activités. Très bien. Donc, ça peut être directement comme nos employés ou indirectement, par exemple, avec des parties prenantes externes où on peut parler du voisinage, par exemple, qui sont autour de nos installations, de notre clientèle, de nos fournisseurs, les gouvernements. Donc, c'est très, très large. En fait, c'est tous ceux qui s'intéressent à nos activités. Oui, OK. Merci. Donc, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais je me disais que pour les auditeurs
vous étiez à parler de l'intégration des parties prenantes dans votre démarche lorsque vous établissez un plan d'action. Exactement. C'est qu'en fait, le développement durable nécessite une mobilisation. Le plan d'action est l'occasion justement de mobiliser les parties prenantes internes et externes, de travailler dans un premier temps sur nos enjeux, Oui. de les prioriser pour éviter le piège justement de travailler sur trop de thèmes ou de chantiers dans un premier temps. Donc, faire vraiment un choix en fonction des enjeux prioritaires. Par la suite, travailler sur les orientations. Quels sont les chantiers, les grands dossiers sur lesquels on veut travailler? Est-ce que c'est sur l'économie sociale ou l'approvisionnement? Oui. Évidemment, c'est des chantiers qui vont demander énormément de travail. Il faut être prudent dans le choix de ces chantiers-là, mais le travail d'identifier des orientations et des chantiers est absolument nécessaire pour, après ça, travailler sur des cibles, donc être capable de donner des objectifs chiffrés Oui. dans le temps, donc avec un échéancier, identifier des responsables. Dans certains cas, on peut aller aussi jusqu'à identifier les moyens. Oui. Ça dépend si on veut un plan d'action sur une courte période de temps, Oui. disons sur un horizon de 1 à 3 ans. Mhm. Dans ce cas-là, on peut se permettre d'identifier tous les moyens, incluant les coûts, les impacts organisationnels que peut avoir ces différents moyens-là dans le plan d'action. Par contre, si on veut un plan d'action un peu plus à long terme, Oui. 5 à 10 ans, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se fixer des objectifs chiffrés, les cibles. Et non, ok, oui. Et les moyens, on va les garder à la discrétion de chacune des directions ou des secteurs d'activité. Ok. Parce que dans le temps, les technologies, évidemment, les approches vont évoluer. Mhm. Et ce qui est important, c'est de maintenir le cap sur nos cibles. Les moyens, par contre, pourront être adaptés dans le temps pour répondre justement à l'atteinte de ces cibles-là. Parfait. Donc, nous avons complété ce principe qui est la planification. Maintenant, André, est-ce que c'est possible de nous parler de ce troisième principe qui est le mécanisme de mise en œuvre? Oui, la mise en œuvre, en fait, après avoir eu l'engagement de l'autre direction, fait le plan d'action, c'est quand même déjà beaucoup de travail. On a commencé la mobilisation des employés en les impliquant justement à travers notre plan d'action. Le vrai défi maintenant, c'est de le réaliser. Oui. Et évidemment, ce n'est pas la responsabilité d'une ou deux personnes qui sera au sein de l'équipe développement durable. La réalisation du développement durable, c'est vraiment des changements. Donc, c'est des changements organisationnels, des changements dans les processus. Et donc, il faut amener justement l'ensemble des employés à adhérer au plan d'action et à réaliser le développement durable. Voyez-vous de la résistance? Il peut y avoir de la résistance. Mm-hmm. Dans tous les cas, il faut toujours prendre le temps de sensibiliser l'ensemble de l'organisation sur les enjeux qui auront été identifiés. Quels sont ces enjeux-là? Pourquoi ce sont des enjeux qui sont pertinents pour notre organisation? En quoi les impacts de ces enjeux-là sont importants? Pour par la suite parler de solutions, des mesures qui sont envisagées pour justement améliorer la situation, bonifier nos résultats. Et au final, la rétroaction. Est-ce que ces mesures-là ont donné les résultats escomptés? Est-ce que justement on s'en va dans la bonne direction en fonction des cibles qu'on a adoptées? Et cette sensibilisation-là, et même la formation dans certains cas, si on parle de changement dans les procédures, est absolument essentiel. Sinon, ça demeure un plan virtuel théorique qui effectivement ne sera jamais réalisé. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une certaine adhésion des employés et qu'ils comprennent leur rôle à travers leurs activités pour atteindre les objectifs que la société ou l'organisation s'est donné dans ce domaine-là. et qu'ils voient les résultats. Exactement. Une autre approche qui est aussi gagnante, je dirais, en termes de mise en œuvre, c'est d'être capable de trouver les principaux processus, soit de gestion ou de décision à travers l'organisation, qui deviennent, je dirais, des portes d'entrée pour justement y intégrer le développement durable, les critères de développement durable. Un exemple, c'est les processus d'achat, donc avec l'approvisionnement responsable. Le fait d'acheter pour généralement des millions de dollars de biens et services, c'est l'occasion justement de mettre en place nos orientations en termes de développement durable. Si on veut travailler avec des entreprises d'économie sociale, si on veut des certifications environnementales, si on veut des entreprises qui ont des systèmes de gestion environnementale. Donc, c'est là l'occasion, par exemple pour l'approvisionnement, c'est un processus décisionnel d'y intégrer du développement durable. Il y en a d'autres. Évidemment, chaque cas est différent en fonction de l'entreprise, mais on voit dans la gestion de projet, par exemple, projet de construction, on peut aller vers des certifications LEED pour des bâtiments,
certification Envision pour des infrastructures. Donc, c'est l'occasion de donner des objectifs et aussi des guides, entre guillemets, qui permettent d'intégrer le développement durable à travers ces projets-là. Il y a d'autres outils, que ce soit pour les opérations, des systèmes de gestion environnementale, ISO 14001 en est un exemple, qui permet justement d'intégrer dans nos opérations le développement durable. L'idée derrière ça, c'est que ça doit devenir un automatisme. Il faut pas que toute la démarche de développement durable repose sur une ou deux personnes. Il faut que ça soit intégré dans les processus en place. Il faut aussi éviter de dédoubler les processus. Donc, on va autant que possible essayer d'intégrer les processus existants, y ajouter la notion ou nos éléments de développement durable, mais en essayant de réduire évidemment les délais, les coûts supplémentaires, les délais administratifs. Donc, on veut essayer de garder ça le plus simple possible, mais toujours en gardant en tête de faire la promotion des objectifs, des cibles en termes de développement durable. Très bien. Maintenant, si on passait au 4e principe, André, qui est le principe de suivi et mesure. Une fois qu'on a mis en place un plan d'action, qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, dès le départ de notre démarche, il faut prévoir des outils pour mesurer le progrès ou l'avancement de notre démarche. On fait ça des indicateurs, les indicateurs qui peuvent être à la fois d'action. Oui. Donc, qu'on soit capable de suivre est-ce que les mesures, les projets qu'on a prévus se réalisent au rythme qui avait été envisagé. Donc, ce sont les indicateurs d'action. Oui. Mais ça prend aussi des indicateurs de résultats ou de performance. Okay. Donc, par exemple, si on s'est donné un objectif de réduction de l'élimination des matières résiduelles, cette cible-là doit être mesurée dans le temps. Ça peut être annuellement, ou de façon biannuelle, ou de façon plus périodique aussi. Ça dépend du besoin, mais l'important, c'est d'avoir une cible, un indicateur qui est à la fois simple, ou qui est aussi avec un échéancier bien précis. Et réaliste. Et réaliste, tout à fait. Ces indicateurs-là sont essentiels. Sans indicateurs, très difficile de savoir si on avance, on recule, ou notre démarche finalement stagne. Ça donne de la crédibilité à la démarche aussi. Tout à fait, puis ça permet aussi de faire des correctifs aux besoins ou de mesurer les progrès. Dans ce cas-là, on peut communiquer aux employés justement les réalisations, les progrès qui ont été réalisés. Ça devient un incitatif à aller plus loin et à faire encore mieux. Donc les indicateurs, c'est évidemment encore là un des pièges à éviter, c'est d'en avoir trop. Oui. Donc il faut être vraiment très sélectif sur les indicateurs qu'on va retenir et autant que possible éviter de les changer de façon trop importante, puisque là ça nous empêche de voir l'évolution sur le long terme. Exactement. Donc un nombre restreint d'indicateurs qui sont simples, faciles à comprendre et qu'on va maintenir dans le temps. Donc pour faciliter finalement la prise de décision et de communication avec les employés. Très bien. Alors maintenant que nous avons parlé des indicateurs, le dernier principe, si j'ai bien compris, c'est la reddition de comptes. Est-ce que vous pouvez compléter avec ce dernier principe? Oui, la reddition de comptes, c'est quand même un élément essentiel dans une démarche de développement durable puisque, en fait, il s'agit vraiment, à partir de nos indicateurs, d'informer à la fois encore une fois, nos parties prenantes internes, donc la haute direction, les employés sur les résultats de ces indicateurs-là, les résultats de notre performance en termes de développement durable. Si justement il doit y avoir des correctifs, ça va être l'occasion avec cette reddition de compte-là de faire les modifications pour justement corriger le tir et atteindre nos résultats. Généralement, ça prend la forme d'une revue de direction. C'est le terme consacré. Donc, il peut se faire sur une base annuelle, donc avec le comité de direction, la haute direction, et qui encore là permet vraiment de mesurer l'état d'avancement, la performance de la démarche et d'amener les correctifs aux besoins. On peut y amener aussi des éléments comme les non-conformités. Si par exemple il y a eu non-conformité réglementaire ou à des engagements volontaires, c'est l'occasion de présenter à la haute direction un peu l'état des lieux en termes de conformité. Et un plan de correction aussi. Tout à fait, exactement, de faire les suivis. S'il y a des budgets, des efforts supplémentaires, ça va être l'occasion d'en discuter avec la haute direction. Tout ça fait aussi l'objet ou doit faire l'objet d'une reddition de compte à l'externe, dans les meilleures pratiques. Donc, on parle de rapport de développement durable. Oui. Évidemment, il y a plusieurs approches. Il peut y avoir un rapport de développement durable autonome, qui peut être certifié.
comme la GRI, ou par d'autres instances, peut même être vérifié par un tiers parti. Oui. Par contre, l'important, c'est vraiment d'avoir une reddition de compte, donc un document qui fait état de nos résultats et qui fait preuve d'une certaine transparence sur les succès, mais aussi les reculs ou les difficultés, les obstacles qui sont rencontrés, et qui permettent justement aux lecteurs, à la fois internes et externes, de comprendre l'évolution de notre démarche, nos enjeux, les correctifs qui ont été apportés. Donc, cette transparence-là, ça amène une crédibilité, évidemment, à la démarche. Et ça permet aussi à nos parties prenantes de comprendre l'évolution de l'organisation. Et donc, c'est une étape extrêmement importante qui doit être faite, encore là, peut être faite sur une base annuelle, ou il y a des organisations qui peuvent le faire aux 2 ans, par exemple. Et ça permet à vos parties prenantes de constater que vous avez pris en compte leurs préoccupations ou leurs enjeux. Tout à fait. Et ça peut être aussi l'occasion pour eux de nous indiquer de nouvelles préoccupations ou des mesures supplémentaires qui devraient être mises en place. Mais généralement, effectivement, c'est l'occasion de faire le point, faire preuve de transparence sur notre performance et de pouvoir par la suite justement recevoir leurs préoccupations, leurs interprétations de nos résultats, et par la suite être capable d'effectuer des changements si nécessaire. Alors, nous arrivons à la fin de cette capsule, André. Une question que j'ai, puis je vais vous laisser le mot de la fin, mais votre beau projet de recyclage de vos wagons de métro, où est-ce que ça s'inscrivait dans cette belle démarche de responsabilité sociale d'entreprise? Tout à fait, c'est un exemple assez typique, effectivement, d'un enjeu. Donc, une nouvelle voiture de métro arrive, heureusement, les voitures Azur. Par contre, celles qui ont 50 ans sont en fin de vie utile, comme on dit. Oui. Donc, c'est le temps de trouver un débouché d'une valorisation pour ces voitures-là. Dans un monde idéal, on veut leur donner une seconde vie, ce qui a été fait. Oui. On a regardé si d'autres sociétés de transport ou d'autres utilisateurs pouvaient utiliser nos voitures. Malheureusement, elles ont 50 ans, donc il n'y aura pas d'utilisation des voitures dans d'autres réseaux. Par contre, il y a des musées, il y a des promoteurs qui nous ont approchés pour utiliser ces voitures-là dans leurs projets. Le processus est actuellement en cours pour la sélection de ces projets-là. Et ultimement, pour les voitures qu'il reste, il va y avoir une valorisation. Donc, on a déjà identifié des partenaires pour aller chercher le meilleur taux de recyclabilité de ces voitures-là. On va dépasser les 90%. C'est excellent. Pour s'assurer justement que tous les matériaux qui peuvent avoir encore une seconde vie puissent être récupérés dans les différentes filières de valorisation au Québec. Eh bien, bravo. Et ce serait quoi votre mot de la fin ou une recommandation que vous souhaiteriez que les auditeurs entendent? Ben, je pense que la leçon derrière tout ça, ou plutôt, je dirais le mot à retenir, c'est le fait que c'est une démarche d'amélioration continue. Oui. Donc, faut pas craindre de faire des erreurs. Il faut commencer à quelque part. Souvent, y aller avec une démarche simple qu'on pourra bonifier par la suite. L'approche des petits pas est une approche qui est tout à fait adaptée en développement durable. Donc, il faut se lancer. Il faut convaincre la haute direction et les employés que à travers les actions de notre organisation, on peut générer des bénéfices plus importants pour la société et surtout pas craindre d'apprendre de nos erreurs. Et par la suite, avec l'amélioration continue, l'adhésion des employés, c'est une démarche qui va vivre dans le temps, qui va évoluer et les résultats seront au rendez-vous. Donc, merci beaucoup, André, pour cette belle capsule sur la gouvernance. C'était très intéressant. Merci. Et donc, je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller visionner nos capsules sur notre site Internet et également, je vous remercie pour votre écoute. Au revoir!